Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, produit et animé par André Loez. Pour ce premier épisode de l'année 2021, que je vous souhaite excellente, pleine de belles découvertes et en bonne santé, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la grande historienne de l'Italie médiévale, Christiane Clapiche-Gibert. Une émission dont vous retrouvez toutes les références sur notre site paroledhistoire.fr, ainsi que les 173 autres épisodes du podcast déjà publiés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser des commentaires via le site, via iTunes ou encore sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, direction Florence au Quattrocento. Très bonne écoute. Bonjour Christiane Clapiche-Gibert. Bonjour. Vous êtes directrice d'études honoraires à l'EHESS. Vous venez de publier au Seuil et chez Gallimard dans la collection Hautes études Mariage à la Florentine, femmes et vie de famille à Florence 14e, 15e siècle. Et on va parler de ce livre, mais peut-être qu'avant, il faut dire un mot de votre parcours qui vous a amené à ce livre le plus récent. Vous avez notamment fait une thèse sur le marbre de Carrare, à la grande époque de l'histoire économique et sociale, avant d'aborder des questionnements davantage familiaux, anthropologiques. Et donc, votre carrière, elle s'est aussi faite à la jonction de deux moments historiographiques assez différents. Est-ce que vous pouvez en dire un mot peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément votre travail ? Écoutez, quand j'ai commencé des études supérieures, j'avais en tête faire de l'histoire de l'art. Et j'étais passionnée par l'Italie, que j'avais découverte vers 14 ans, et par l'art italien, évidemment, Florence en particulier. Et donc, je me suis engagée là-dedans. J'ai eu une interruption dans les études avant d'arriver à faire une thèse. Alors peut-être qu'on pourra renvoyer ceux et celles qui nous écoutent à l'entretien que vous avez réalisé avec Didier Lett, qui se trouve en ligne. Par exemple, Didier Lett. Vous racontez ce passage qui, point de vue biographique, évidemment... Oui, je me souviens plus très bien comment c'était dans l'entretien, mais... Vous le racontez en tout cas. Il y a tous ces éléments, oui. Donc, j'ai commencé à préparer l'école française de Rome, où je n'ai pas été finalement, et j'ai commencé finalement... J'aurais dû commencer dans l'enseignement secondaire, et puis j'ai été interrompue, abruptement, et donc je n'ai repris que 2 ans après, et grâce à Fernand Braudel qui m'a accueilli comme ça, sur ma bonne mine, je l'ai déjà dit, sur ma bonne mine, parce que je n'avais rien écrit sauf les mémoires universitaires, etc. Et je suis donc restée à la 6e section qui est devenue l'école des hautes études en sciences sociales toute ma vie. Voilà, où j'ai pu faire de la recherche et de l'enseignement de ma recherche, de la recherche de façon plus générale, pendant une 60aine d'années quasiment, oui. Avec donc un travail au départ sur ces comptabilités d'entreprise, sur cette histoire sociale du marbre italien, oui. Qui vous amène ensuite à vous intéresser plus aux relations sociales et finalement au cas individuel. C'est-à-dire que de l'histoire de l'art, qui est passionnante, mais enfin n'était pas vraiment mon thème, je me suis intéressée à l'histoire sociale. Et puis quand j'ai commencé à travailler avec le professeur américain David Hurley, sur le cadastre, comme on traduit, le catasto florentin, qui est une espèce de recensement fiscal, je me suis intéressée à des tas de bavures des gens, des scribes et de ceux qui leur dictaient leurs déclarations, soit des à côté qui étaient peu explorés. Et j'y ai trouvé les femmes, voilà. Donc je suis un peu venue de l'histoire de la famille, des liens familiaux, aux femmes par ce biais. Le terrain de Florence, vous l'avez dit, c'est un intérêt ancien, une passion ancienne pour l'Italie. C'est aussi un terrain particulier en raison de la richesse des sources écrites. Absolument. Donc ce choix du terrain, il est lié à des goûts, mais aussi à des gisements extraordinaires. Des gisements formidables. Je regrette de ne pas avoir une seconde vie pour travailler sur les archives judiciaires qui sont énormes, mal classées mais énormes, et qui sont difficiles à exploiter, mais qui sont aussi des mines, effectivement, sur l'histoire sociale, sur l'histoire des femmes, etc. Oui. Mais c'est là que j'ai pris de l'intérêt pour en effet la famille et les femmes. Un domaine où je suis restée ensuite accrochée parce que j'ai travaillé sur un de ces gisements que vous évoquiez, à savoir les livres de famille, qui sont une source extraordinaire. Et j'en ai lu, je sais pas, plusieurs centaines, je crois, qui sont à la fois des livres de contes, mais qui appuient en fait, qui sont appuyés par des relations sur la vie de famille.
Ce sont les familles patriciennes de Florence qui mettent en scène et mettent en ordre à la fois leur vie dans ces ricordanze. Largement patriciennes, mais pas seulement. Il y a aussi des artisans, des gens de moindre envergure sociale et politique qui tiennent ce genre de livre. Donc on a quand même un éventail qui effectivement est surtout associé aux familles dominantes, mais qui permettent quand même d'entrevoir plus largement comment à des niveaux sociaux inférieurs, se constituent ces liens familiaux et ces relations entre les hommes et femmes. À plusieurs reprises dans le livre, on y reviendra sans doute, vous parlez des spécificités florentines au regard d'autres villes italiennes, au regard de Venise par exemple. Je me suis demandé en vous lisant si ça s'étendait aussi à l'historiographie, s'il y a des florentinistes, tribus différentes des vénétianistes. Récemment, il y a eu un portrait dans Le Monde fait par Claire Jude de la Rivière qui a travaillé sur Venise. Vous avez travaillé sur Florence. Est-ce que ce sont des univers qui dialoguent, mais aussi des univers qui ont leur particularité du côté de la recherche? Elles ont des particularités, d'abord parce que je vous dis, le gisement des livres de famille est beaucoup plus large, abondant à Florence qu'à Venise. À Venise, bon, il y en a, mais nettement moins. Et puis, je pense que l'originalité de Florence a été d'articuler tout ce problème du système dotal au système financier de la ville, fiscal et financier. Et ça, c'est certainement dans cette société marchande une originalité qui se retrouve que ébauchée ici ou là dans les villes du Nord, mais pas avec enfin, vous connaissez Tony Molo, donc vous connaissez peut-être son livre sur justement le mariage l'alliance à Florence, qui est fondé sur ce problème finalement. Et du côté des historiennes, des historiens, est-ce que il y a des cercles de ceux qui étudient Florence, de ceux qui étudient Venise, ou est-ce qu'il y a des communications quand même, des dialogues qui existent entre les deux? Jusqu'à une époque relativement récente, à mon avis, c'était le cas. L'historiographie florentine a été fécondée par l'école américaine d'historiens qui, issus finalement de certains maîtres qui avaient échappé au nazisme, ont finalement colonisé réellement l'historiographie de Florence. Et secondairement celle de Venise aussi. Et donc toute cette production historiographique anglophone, je dis pas anglo-saxonne mais anglophone, est tout à fait évidente jusqu'à ce qu'il y ait une relève assez tardive de l'historiographie française. Je peux vous citer Charles de la Roncière, des gens comme ça, jusqu'à ce que l'historiographie italienne prenne le relais. Et là, effectivement, les foyers autres que florentins ont été explorés beaucoup plus. Les Marches, l'Ombrie, Gênes, bien sûr. Le livre que vous avez publié, Mariage à la Florentine, c'est un livre dont la construction est originale, puisque ça tient à la fois du recueil d'articles, puisqu'il y a des parties de ce livre, des chapitres, qui sont des choses que vous aviez publiées sous une autre forme auparavant, des reprises, mais contrairement à ce qui se fait souvent dans ce type de livre, c'est assez familier comme format, vous n'avez pas fait une simple reprise, vous avez aussi ordonné en cherchant à montrer finalement quel est le cycle de vie d'une femme mariée à Florence, et donc ça donne aussi un livre qui met en ordre un certain nombre de rééditions, mais aussi des choses plus inédites. Et en lisant, j'ai aussi pensé au livre de Chiara Frugoni sur une journée au Moyen-Âge, cette idée de prendre comme ça les étapes les unes après les autres et d'ordonner ici non pas une journée mais une vie d'une femme florentine. Est-ce que c'était un peu ça le projet du livre? C'est devenu le projet du livre. C'est Étienne Anheim à l'école des hautes études qui m'a justement proposé plutôt de charpenter, de structurer le livre dans ce sens. Et je crois que c'était une assez bonne idée parce que effectivement ça permet une lecture plus suivie des différentes étapes de la vie de famille, enfin de la vie matrimoniale. Oui. Cette étude suivie, sa clé, c'est le mariage comme institution qui permet d'observer finalement presque tout le fonctionnement social. Et cette institution, vous en parlez à certains moments, en termes marchands, il y a un marché matrimonial, et d'ailleurs il y a des choses qui sont quantifiables, mesurables, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas quantifiables. L'honneur n'est pas tout à fait quantifiable. Donc le terme de marché et marché matrimonial, jusqu'à quel point il fonctionne pour décrire le mariage dans cette Italie du Quattrocento? Écoutez, il y a un mot qui m'a beaucoup frappé, qui revient sous la plume dans des correspondances, c'est que la fille est offerte comme une marchandise. Elle est appelée
mercatant, il y avait une marchandise. Et ça, c'est très fort, en fait, parce que ça suppose, en effet, ce que je disais tout à l'heure, une articulation avec dans une société marchande, dans un contexte marchand, des mécanismes matrimoniaux qui y sont intégrés comme régulateurs de cette société marchande. Voilà, ça, c'est en effet ce qui, j'espère, émerge le plus de ce bouquin, comme une synthèse, en effet, d'études plus dispersées d'il y a 20 ou 30 ans même. Qui dit marché dit calcul, et vous montrez aussi qu'à l'intérieur des familles, il y a un certain nombre de calculs. Quand on a 6 enfants, on ne peut pas forcément tous les marier. Il y a ceux qu'on va destiner à l'église. Et c'est des passages qui m'ont beaucoup intéressé, notamment le choix des enfants destinés à l'église. Parfois, c'est pas un choix. On voit même l'église faire le rapt de garçons ou de filles pour son recrutement, avec des conflits que ça entraîne. Et puis, c'est aussi pas un choix qui est ouvert de la même façon pour les garçons et pour les filles. Les filles destinées au couvent ont moins de marge de manœuvre que les garçons qui se destinent à la prêtrise. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer comment ça fonctionne finalement, ce choix de confier une partie de ses enfants à l'église? Il y a, si vous voulez, une balance, un équilibre à chercher dans les familles entre les dots qui entrent et les dots qui sortent. Les dots qui entrent, c'est les garçons qui se marient et qui reçoivent donc la dot de leur épouse. D'autre part, les garçons doivent assurer la survie de la lignée et du nom de la famille. Ce que les filles ne font pas puisqu'elles s'en vont, puisqu'elles sortent. Donc ces échanges enfin entre les avoirs et le reçu et le donné est effectivement fondamental et oriente beaucoup les choix du père et des parents, enfin des alliés lorsqu'ils ont droit au chapitre. Les filles qui sortent, elles sont en fait une dette. On doit leur dot, ce qui quelquefois s'échelonne, le paiement s'échelonne sur des années. Donc il y a souvent des surplus de filles, et ces surplus de filles, eh bien, dès leur plus tendre âge, on décide ou non de les marier ou de les envoyer, disons, dans la réclusion où elles ne coûteront beaucoup moins d'argent, en fait. Parce qu'une dot donnée à une religieuse est 10 fois inférieure à celle donnée à une fille qu'on marie dans le siècle. Et du coup, pour les garçons, ça peut être problématique d'avoir un fils aîné, par exemple, qui voudrait entrer dans l'église, parce que là, ça met en cause, ça met en péril la transmission du patrimoine, voilà, du nom. Ça met en cause la transmission, effectivement. Il n'est plus héritier, au sens propre, comme les filles, autrement dit. Les filles ne sont pas héritières, elles sont dotées, mais pas héritières. Et les garçons qui font le choix de l'église ne le font pas toujours de bon gré, mais enfin j'ai des exemples, vous avez vu, justement de garçons qui tiennent à devenir religieux, sinon prêtres, du moins moines. Les filles, c'est plus compliqué. Est-ce qu'elles peuvent vraiment vouloir ? Il y a des cas, bien sûr, mais souvent on soupçonne qu'elles ont été un petit peu poussées, un peu rudement vers le cloître. En parlant de l'Église, une autre chose m'a frappé en vous lisant, c'est finalement la faible place que tient l'Église au moment du rituel même qui sanctionne le mariage. Il y a une place forte donnée au cortège matrimonial, au transfert d'objets de façon symbolique, mais la présence de l'Église, finalement, elle est au second plan dans cette Florence du Quattrocento. C'était déjà assez connu, ça, hein, ça n'est pas une découverte. Ça s'applique très bien à Florence, ces mécanismes qui sont finalement qui privilégient le contrat et donc le notaire, le contrat financier, le contrat matériel, si vous voulez, par rapport à la bénédiction de l'Église, à la sacralisation du mariage. Il faudra attendre en fait le milieu du XVIe siècle pour que, en tout cas à Florence, c'est pas le cas de toute l'Italie, hein. Ça aussi on le savait, il y a eu des études de Bellomo et d'autres qui montraient bien en effet que dans le sud de l'Italie ça marche pas comme ça. Mais dans une ville essentiellement marchande comme Florence, c'est clair que c'est le cas. C'est le cas parce que on insiste en effet beaucoup plus sur le contrat entre les familles que sur le contrat avec Dieu, si vous voulez. Et du coup, avec la contre-réforme, c'est amené à changer si on va en aval au XVIe siècle. Parce que ça devient vraiment un sacrement qui est contrôlé par l'Église.
C'est un sacrement de toute façon, mais puisqu'il y a échange des consentement souvent un peu tacite de la part de l'épousée. Alors la dot, on en a déjà parlé, hein, c'est la clé des relations sociales. Il faut peut-être en dire un mot supplémentaire parce que c'est un mécanisme finalement qui nous est devenu très étranger, qui a existé longtemps, mais au XXIe siècle, c'est plus quelque chose. Voilà, mais c'est plus quelque chose qui est opérant aujourd'hui, et en particulier pour les gens qui nous écoutent, des plus jeunes générations. Donc il faut peut-être l'expliquer davantage et peut-être dire d'un point de vue anthropologique pourquoi est-ce qu'il faut doter sa fille dans la mesure où après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'avoir des garçons qui transmettre le nom, les biens, le patrimoine. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'une part du patrimoine passe aux filles ? Quel est l'impératif social finalement que ça représente ? Oui, parce que, et ça Jack Goody, l'anthropologue, l'a aussi bien montré, cette dotation des filles est liée à leur exclusion de la transmission du patrimoine. La dot est considérée comme leur part finalement, la part du patrimoine qui leur revient, mais qui les exclut du même coup de toute autre transmission. Cette dot, il y a plusieurs termes qui y renvoient sans être exactement identiques. La dot, le trousseau, les dons également. Est-ce qu'on peut distinguer les différentes composantes ? Oui, ça effectivement, les livres de famille l'éclairent assez bien. La dot inclut le trousseau, l'ensemble, mais le trousseau est toujours distingué à côté de la dot. Il en fait partie, mais il est à peu près le 10e de la valeur de la dot. Et dans les sociétés paysannes du 19e siècle, en France comme ailleurs, comme en Italie, c'est le trousseau qui constitue la dot, en fait. Il y a rarement des espèces, par exemple, ou des biens-fonds qui constituent le fonds dotal. Le trousseau, ce sont des linges, ce sont des parures. C'est vraiment du textile et du textile associé à la femme, hein. C'est-à-dire du linge de corps et du linge de maison, comme on disait. Oui, donc alors les dons, là c'est aussi une chose très intéressante. On distingue les donora en italien qui couvrent en effet le trousseau. Et vous sentez en effet qu'il s'agit d'un don en quelque sorte. Et puis il y a les dons du mari qui en quelque sorte parachèvent le transfert de la femme chez lui et qui consistent alors en belles robes, en joyaux, etc. Et ces dons, est-ce que la veuve les récupérera ? C'est tout un problème en fait. Si son mari meurt avant elle, il n'est pas évident qu'elle puisse jouir de tous ces doni, de tous ces cadeaux, dons du mari. Donc il y a là aussi des équilibres qui sont souvent enfreints, qui ne fonctionnent pas. Et à ce moment-là, il y a des contestations, des recours en justice éventuellement, ou des litiges entre héritiers et leur mère. Et des ambiguïtés interprétatives aussi pour nous, quand on voit des représentations iconographiques, par exemple, de femmes mariées superbement vêtues, dans quelle mesure c'est un vêtement réel, dans quelle mesure ça symbolise la magnificence des dons, justement, qu'elles reçoivent, et du coup, inversement, leur exclusion de la propriété, elles sont tellement bien parées que ça compense visuellement le fait qu'en réalité elles ne possèdent pas. Donc, ces images que vous commentez également d'artistes... Elles restent finalement propriétaires. Mais comme c'est le mari qui administre les biens d'auto, avant leur veuvage, elles n'ont pas grand-chose à en dire, sauf à donner un consentement, etc. Mais oui, vous avez raison, la manière dont on représente les femmes dans toute leur splendeur, enfin ça c'est dans le patriciat justement, révèle aussi le statut social du couple. Et elle parade en quelque sorte pour affirmer la qualité en fait de l'union des deux familles. Et j'ajoute aussi que elle ne dispose que pendant une année généralement de tous ces biens, de tous ces dons du mari, l'année qui suit jusqu'à la naissance du premier enfant. Ensuite, ça n'est pas évident qu'elle puisse arborer toujours tous leurs bijoux, et les statuts somptuaires sont là pour justement justifier la période nuptiale où elles peuvent en faire état et parader bien vêtues et dans des robes de brocart, etc.
Et puis la vie domestique ensuite, où elles sont beaucoup plus simplement vêtues, tout simplement, hein. Et comme elles ont peu de place sur peu d'entrée sur la place publique, sauf dans certaines fêtes où il s'agit de nouveau d'honorer le visiteur, par exemple, en montrant combien les femmes sont richement habillées. Et là, elles peuvent de nouveau sortir leurs beaux atours. Mais sinon, elles se contentent d'un manteau pour aller, cachant leur robe, pour aller à l'église. On voit d'ailleurs dans plusieurs témoignages que vous citez, plutôt à la fin du livre, sur des mères de famille qui vérifient la qualité de la future épouse de leur fils, qu'il est difficile d'apercevoir le visage des femmes parce que souvent avec une houppe, avec une cape, avec le visage baissé, etc., qu'elles ont du mal à jauger la beauté de ses promises ou de ses futures épouses parce que ce visage est très dur à discerner. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs la manière dont une future belle-mère épie le moindre mouvement de sa future bru et essaye de voir si elle a le cou long et gracile ou si elle a la poitrine comme ceci ou comme cela, etc. Oui, ce sont des documents quelquefois un peu truculents même. Alors ça fait partie des quelques correspondances féminines qui viennent aussi contrebalancer ces livres de famille de manière écrasante rédigés par les hommes. Et du coup, vous avez aussi des correspondances féminines qui permettent de complexifier un petit peu ce tableau social et ce tableau du mariage. Oui, alors là, malheureusement, c'est vraiment réservé aux couches supérieures de la société. Il y a quelques correspondances de femmes de haut degré social, mais on n'a pas, parce qu'elles n'écrivent pas, les femmes, disons, d'artisans. On en connaît très peu de femmes qui puissent manier l'écriture et la comptabilité de façon à faire admettre en effet leur capacité. Pour revenir un instant à la dot, c'est évidemment un élément central des relations marchandes et des relations d'échange au sein des grandes familles, mais c'est aussi quelque chose qui vient structurer les relations avec les couches les plus pauvres, parce que un des actes de charité importants à Florence, comme dans d'autres villes, c'est de doter les filles pauvres, et donc se montrer généreux envers les filles pauvres en assurant leur dot, justement, est une façon d'assurer sa place et aussi de s'assurer de ses obligations envers Dieu. Oui, et puis de s'assurer aussi une clientèle, hein. C'est-à-dire que la servante qui a passé 15 ans au service d'une famille et qui est dotée à 25 ans, elle représente en effet une des œuvres qu'on dit des 7 œuvres de miséricorde. Et à Florence, une de ces œuvres, c'est doter les filles pauvres. Alors que je crois que ça n'est pas le cas partout. Ce qui est intéressant, justement, c'est encore une fois une valorisation en effet, comme vous le dites, de la dotation, oui. Des effets sociaux de la dotation. Oui. Cette ville marchande avec des banquiers, avec des commerçants, elle induit aussi une spécificité dans les cycles de vie que vous racontez dans le livre. Vous montrez que bien souvent, ces hommes vont passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'abord en apprentissage, puis tenant un comptoir ou tenant commerçant au loin, et puis ensuite reviennent à Florence pour se marier. Oui. Ils peuvent pas se marier avant, parce que se marier avant, ça voudrait dire que la dot sortirait de la ville, ou le patrimoine sortirait de la ville, est quelque chose qui est contradictoire, en fait. On peut pas... le mariage, il enracine. Et du coup, ces carrières commerçantes, au départ, sont incompatibles avec cet état. Sont difficiles, en tout cas, à soutenir, et sont remplacées par le concubinage des marchands expatriés qui prennent une femme locale, mais qui, s'ils l'épousent sur place et la dot sur place, font échapper une dot à leur ville d'origine. Autrement dit, la dot, c'est pas juste un actif ou un passif pour les familles, c'est aussi un actif ou un passif pour les États. C'est conçu comme tel. Absolument. Et c'est pourquoi elles tiennent à Florence, en tout cas, ce rôle capital dans l'équilibre économique. Oui. Ça veut donc dire qu'au moment du mariage, on a souvent des hommes qui ont 15 ans, 20 ans de plus que leurs épouses en raison de ce cycle de vie qui les a amenés à se marier plus tardivement. Oui, ça c'est le cas général, et ça on le connaissait déjà depuis l'étude du catasto et d'autres études. Il y a en effet une différence d'âge énorme, et donc la fille, quelquefois une jouvencelle sortant à peine de l'adolescence, alors que son mari est un homme confirmé, qui a dépassé la trentaine en moyenne.
Alors le mari et l'épouse vont se retrouver après le cortège nuptial, après le contrat, dans la maison familiale. Alors c'est pas évident d'y entrer dans cette maison familiale, de savoir ce qui s'y passe, de savoir ce qui se passe dans la chambre nuptiale, mais il y a quelques indices, et notamment du côté des représentations et des objets. Et vous travaillez notamment dans le livre sur les coffres et les coffres peints, qui sont des objets omniprésents finalement dans les chambres nuptiales, en particulier des grandes familles. Alors que disent ces objets? Qu'est-ce qu'ils suggèrent sur le discours et sur les comportements et les rapports entre hommes et femmes? Ils ont un discours moral à différents niveaux. D'abord parce qu'ils glorifient la paix que ménage l'alliance entre les familles. Alors ça, c'est le vieux mythe des Romains et des Sabins, et de l'enlèvement des Sabines. Ce sont des Romains qui enlèvent les Sabines, vous voyez. Ils les font venir éventuellement, et ils les gardent sur place. Comme le mari fait venir son épouse chez lui, tout ça finissant dans une concorde. Oui, absolument. Et puis il y a d'autres valeurs morales qui sont exploitées par les représentations sur ces coffres peints. C'est la générosité du mari, sa virilité, bien sûr aussi. Du côté des femmes, en effet, on leur montre des épouses qui restent soumises, qui sont consentantes, même tacitement, et qui déploient leur charme à l'intérieur, vertueusement à l'intérieur, en effet, du cercle de relations du mari. Avec même des éléments qui font allusion à la sexualité, des figures nues, donc on entre aussi en partie dans l'intimité de ces couples à travers ces objets, à travers certains passages de ces écrits. Et oui, je dirais il y a des femmes nues sur les coffres, ça c'est clair, et même en contrepoint d'un homme nu, ou quasiment nu. Donc il y a une valorisation en effet du couple conjugal. Mais du côté des écrits, j'ai été très sensible à ce qui est par exemple valorisé par quelqu'un comme Giovanni Morelli, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage que je cite, où il indique un peu le comportement au lit des deux époux. Ne pas s'emballer. Voilà, il faut de la mesure en toute chose. Et ne pas s'emballer, ne pas céder à tout d'un coup à un accès de passion. À ce moment-là, il vaut mieux s'enfuir à la campagne, marcher, respirer le bon air, se détendre. C'est assez amusant, oui. Mais bon, à part cela, je pense que ça passe plus par l'image que par les textes, en effet. Alors, la grande inconnue, c'est qu'est-ce que les femmes s'entendaient dire par leur confesseur. Ça, j'avoue que là, je sèche complètement. Il y a sans doute une littérature qu'il faudrait peut-être explorer de ce côté-là, mais je suis pas capable d'en dire davantage. Oui. Ce qu'on peut dire en l'objectivant, ce sont les intervalles des naissances. Et finalement, on peut dire quand même quelque chose de la sexualité conjugale à travers des naissances très rapprochées. Et vous citez plusieurs exemples qui relèvent de ce qu'on connaît évidemment de l'Europe prémoderne, mais qui sont toujours saisissants à lire, avec parfois 12 ou 14 naissances, mais seulement 5 enfants arrivant à l'âge adulte, avec évidemment la proportion très importante de femmes qui meurent en couche ou des suites des couches. Donc ces réalités-là, elles sont aussi présentes dans votre livre, et elles influent aussi sur les recompositions des familles, parce que ça implique des veuvages, ça implique des stratégies familiales qui évoluent quand on perd des enfants, évidemment. Donc c'est une réalité omniprésente finalement, à la fois cette ampleur de la procréation, et puis en même temps cette difficulté de faire arriver les enfants à l'âge adulte. Oui, il est évident que c'est un régime ancien de mortalité, et que la sexualité, la fécondité est mal contrôlée, de toute façon. Je me souviens je ne sais plus si c'est dans ce livre que je le cite, de cet ecclésiastique, un chanoine, dans une famille riche, qui donne des conseils à son frère qui a fait trop de filles déjà et pas assez de garçons. Mais on ne sait pas ce qu'il lui donne comme conseil. Là, il y a une certaine pudeur du rédacteur du livre qui ne dit pas en quoi. Il dit qu'il est horrifié, enfin qu'il est consterné et scandalisé que ce soit son frère religieux, qui est enfin clerc de l'Église et même à un niveau assez élevé, parce qu'il finit archevêque quelque part,
qui lui donne ce type de conseils. Mais on ne sait pas quels sont les conseils. Là, il faut revenir à, je sais pas, Jean-Louis Flandrin et d'autres pour voir un petit peu quels sont les types de conseils qui pouvaient être administrés par l'Église. Cette mentalité enfantine et infantile très élevée, elle a fait dire à un moment, notamment avec Philippe Ariès, que finalement le sentiment d'amour paternel-maternel était plus tardif, que la mortalité était telle que ça ne pouvait pas exister sous la forme que l'on peut connaître. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur ces questions. Je citais Didier Lett tout à l'heure, il fait partie de ceux qui ont complexifié les choses à travers ce que vous avez étudié, notamment des traités éducatifs, de la façon dont on envisage l'éducation des enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces rapports, de ces femmes que vous étudiez, à leur progéniture, à leurs enfants, et à l'affection qu'elles pouvaient leur porter? Oui, non, moi je crois que la thèse d'Ariès était passionnante, a lancé des tas d'études intéressantes, mais qu'elle est un peu dépassée, en effet. Et Didier Lett en particulier a montré abondamment comment dès le XIIIe siècle il y avait tout un éventail de dispositions très positives des parents envers les enfants. Mais ça passe par d'autres canaux qu'aujourd'hui, hein. C'est ça qu'il faut voir. L'amour d'adulte pour les enfants ne s'exprime pas du tout de la même manière autrefois et aujourd'hui. Et il s'exprime par exemple par les coups donnés à l'enfant. Oui, pour leur faire entrer dans le crâne les leçons, on les bat. Et ça, les témoignages sont très nombreux et ils nous scandalisent en fait. Mais c'était en effet un régime qui vient de très loin, hein, de l'Antiquité peut-être, et qui a été combattu largement par les clercs humanistes qui ont rédigé au XVe siècle des traités de pédagogie, mais sans doute sans un très grand succès. Je pense que le coup pour faire entrer la leçon est resté pendant et en Angleterre il est resté jusqu'à aujourd'hui, comme chacun sait. Dans ce cycle de vie des femmes florentines intervient parfois le veuvage. Alors parfois parce qu'évidemment les calculs qui sont faits montrent que beaucoup d'entre elles décèdent en couche et du coup ne deviennent pas des veuves, mais il y a aussi beaucoup de maris plus âgés, donc elles deviennent pour certaines des veuves. Et ce veuvage est un moment intéressant, à la fois par les possibilités qu'il ouvre, mais en même temps qui sont pas complètes. Quel est le statut d'une veuve dans la société florentine ? Écoutez, elle est protégée par les lois locales, hein, par le droit local. Elle est protégée aussi par le droit commun, le droit romain, qui lui permet de tester, ce que le droit local réduit énormément. Mais elle reprend quand même une certaine liberté d'action. Théoriquement, elle peut disposer de sa dot. Elle peut la récupérer, l'État le lui garantit, sans toujours beaucoup de succès, ou après des années de discussions et de litiges. Mais théoriquement, elle peut en jouir, c'est-à-dire l'investir, le gérer elle-même, décider quelle portion elle transmettra en dot à l'une de ses filles qui se marie et qui n'est pas assez dotée sur le patrimoine paternel. Donc, les affaires de matrimoine, si l'on peut dire, sont un peu de son ressort, encore qu'il y ait toujours de la méfiance envers les femmes qui osent, disons, agir comme un homme, c'est-à-dire administrer, gérer, etc. Vous citez des exemples de ces femmes devenues veuves et devenues actives pour s'occuper notamment du futur de leurs enfants, etc. Je pense à celui d'Alessandra Macinghi, veuve d'un homme banni de Florence, qui ensuite décède loin de la ville. Et on a plusieurs documents des années 1440-1450 où on la voit gérer, prévoir, s'inquiéter de l'avenir de ses enfants. C'est un personnage intéressant, il y en a d'autres évidemment, qui accèdent à une forme pas d'autonomie complète, mais en tout cas d'agency, comme on dit parfois, de capacité d'agir. Oui, là ce sont des exemples dans la bonne société, la haute société. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en allait des veuves, mais dont la dot se réduisait, comme je le disais souvent, à un trousseau et à très peu d'autres choses, peut-être un champ quelque part, une vigne, bon... Elle pouvait la céder en location, elle pouvait choisir le locataire, elle pouvait vendre la parcelle qu'elle avait. Donc, elles avaient quand même une certaine liberté, disons, d'expression.
Et comment s'appelle-t-il, Sam Klein Cohn l'a montré, elles investissaient souvent dans l'art, et la religion. Certaines aussi, lorsqu'elles accédaient à la faculté de tester, dotaient une fille pauvre. C'était pas très fréquent, mais enfin ça pouvait exister. Mais à Florence, encore une fois, à la différence d'autres villes comme Venise, d'autres villes italiennes, le testament des femmes est absolument minoritaire. Hein, ça, Isabelle Chabot l'a bien montré. Il est tout à fait minoritaire par rapport à d'autres cités italiennes. Donc, si vous voulez, la veuve ou la femme mariée qui va tester avec son mari derrière elle, hein, qui sans doute lui suggère de bien orienter ses choix, la femme mariée ou veuve qui teste est en très faible nombre par rapport par exemple à celui de Venise. Autre cas minoritaire, très minoritaire, la femme qui transmet son nom. Vous citez un moment le cas de Piero della Francesca. Ah oui, mais ça c'est un débat des historiens de l'art qui est infini. Voilà, mais alors, nous qui ne le connaissons pas, ça nous intéresse parce qu'effectivement, oui. Francesca, c'est un matronyme en quelque sorte et pas un patronyme. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir ce nom? Est-ce que théoriquement les femmes ne transmettent pas le nom? Si elles le font parfois, on sent en vous lisant que c'est plus pour tromper les autorités qu'autre chose, oui. Pour ne pas révéler le nom du géniteur parce que ça exposerait à telle ou telle exposition financière ou dette ou litige. Donc la transmission du nom, c'est une grande partie des travaux que vous avez fait. Oui. Hein, cette question du nom et la manière c'est très intéressant, mais je veux dire, le cas de Piero della Francesca est quand même assez embrouillé, a suscité beaucoup de recherches érudites pour savoir s'il y avait eu une Francesca dans sa ligne propre. Et que le nom, enfin je crois que certains ont même décelé que le nom Franceschi existait, c'est-à-dire un pluriel ou un génitif, disons, d'un nom masculin, d'un certain Francesco, existait avant Piero della Francesca. Donc c'est un cas en effet un petit peu, mais il y a une autre grande famille, Della Tosa, où on peut se demander aussi si à l'origine de ce nom à l'intérieur du vaste clan des Visdomini, si les Della Tosa étaient descendants d'une femme. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de contestations. Et vous savez, dans le catasto, il n'y a pas beaucoup de noms de gens qui se qualifient par un matronyme. Hein. Donc c'est quand même un fait exceptionnel. Le nom, c'est typiquement lié à la ligne patrilinéaire, c'est-à-dire à celle qui ne comporte que des hommes. Votre livre mentionne notamment ces femmes qui meurent en couche et souvent qui sont honorées comme telles. Qu'en est-il de la sépulture de ces femmes? Est-ce que ces femmes qui finalement, on le comprend, ont été privées de l'usage de leur dot, ont été recluses pour partie d'entre elles, est-ce que la mort, est-ce que le monument funéraire est un lieu qui leur permet d'exister ensuite? Alors là, écoutez, j'attends un petit peu une annexe des recherches d'Isabelle Chabot, qui a beaucoup étudié les testaments féminins, les testaments et oui, enfin tout ce qui est touché à la transmission par les femmes. Et j'attends un peu parce qu'elle voulait systématiquement rechercher où les femmes se font enterrer. Si c'est dans leur ligne paternelle de naissance, ou si c'est dans un tombeau, donc une sépulture dédiée aux femmes de leur lignée paternelle, ou si elles rejoignent leur époux et sa lignée dans des sépultures qui sont liées à cette lignée de l'époux. Et ça, j'attends un petit peu les résultats. J'attends avec une certaine impatience, parce que je pense que c'est en effet un thème très intéressant de voir comment les femmes se projettent finalement, ou sont projetées. Hein. C'est pas forcément leur choix absolu, absolument personnel, oui. Est-ce que si on se rend à Florence aujourd'hui, si voilà les conditions sanitaires nous repermettent de circuler, de voyager, est-ce que si on se rend à Florence aujourd'hui, il y a des lieux que l'on peut voir où on décèlerait une présence d'une femme qui y a vécu, d'une de ses histoires, d'un tombeau, d'une image? Est-ce que vous pensez à des lieux qui seraient marqués par ces femmes florentines que vous avez travaillées? Ah, il y a beaucoup de lieux, il me semble, oui. Est-ce qu'il y aurait un lieu particulièrement que je pourrais vous citer?
Je pense toujours à une peinture, une fresque, c'est à Sant'Ambrogio, je crois, près du marché de Florentin, du Mercato Vecchio. Il y a une fresque qui ne représente, honorant, je pense, les reliques du saint ou un miracle du saint, ne représentant que des femmes. Et des femmes bien vêtues, alors là justement des femmes de la haute bourgeoisie. Voilà, là il y a une représentation des femmes et seulement des femmes. C'est assez étonnant et je ne sais pas, ça mériterait une petite recherche pour savoir pourquoi les femmes sont censées avoir honoré les reliques ou le miracle d'un certain saint en ce lieu, sans doute en ce lieu. Sinon, je pense aussi à un monument qui, alors je crois, il me semble qu'il date du XVIe siècle, qui est une plaque funéraire. C'est, je crois, à Santa Maria Novella, où le père déplore la mort de sa fille qui s'était consacrée à l'étude. Plaque qui décrit en effet la mort de cette, malgré les interventions des chirurgiens. Je me souviens plus à quoi on attribuait sa mort. Mais une jeune fille qui faisait des études. Alors le père devait être peut-être avocat ou juriste, je ne sais plus, ou médecin peut-être, oui. Ça c'est une petite parcelle, disons, d'éclairage sur le destin d'une fille, oui. Alors on essaiera de mettre la référence en ligne sur la page du site internet Parole d'Histoire, oui. Voilà, comme ça je vous donnerai le texte. On pourra compléter. Oui. Est-ce que pour terminer, il y aurait un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent? Un conseil de lecture. Alors soit sur ces questions de l'Italie du début de la Renaissance, soit sur d'autres thèmes. Bien, vous citiez Dante, et je pense qu'il y a un passage du Paradis du 3e volume, donc de la Divine Comédie, où il évoque, à travers son ancêtre Cacciaguida, je crois qu'il s'appelle, il évoque le bon état de la ville de Florence à la fin du XIIIe siècle. Et c'est intéressant parce que là aussi, l'un des axes de cette louange du bon état de la ville tient à la dot et à l'âge au mariage. Les hommes se mariaient moins vieux et les filles moins jeunes à cette époque qu'aujourd'hui. Et ils en étaient du coup plus vigoureux, plus aptes à procréer, etc., etc. Et donc ça, on pourrait le mettre, si vous voulez, ce passage. Sinon, on peut conseiller, mais alors là, c'est ardu, justement sur les structures marchandes de la dotation et de l'alliance, Tony Molo. Et c'est en anglais, alors je sais pas, tout le monde ne lit pas l'anglais non plus. Mais c'est une référence qu'on indiquera également. Oui, parce que c'est un livre vraiment important. Oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.